It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bienvenue à tous dans ce tout nouveau The Natural Podcast. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'actu NBA, des playoffs qui sont en cours ou de tout ce qui se passe actuellement dans la ligue. Comme vous l'avez vu dans le titre du podcast, on va parler de notre futur prodige français, Victor Wembanyama, qui a 99,9% de chances d'être pick en place numéro 1 à la prochaine draft NBA. En effet, mardi prochain, dans la nuit de lundi à mardi ou de mardi à mercredi, je ne sais plus, on saura enfin qui pourra pick en numéro 1 à cette draft et qui aura la chance donc de drafter Victor Wembanyama. Évidemment, il y a toujours des surprises dans ce genre de draft ou des choix un petit peu douteux des franchises, mais on peut quand même considérer que lorsqu'on va avoir la loterie NBA, on saura enfin où va atterrir Victor dès la saison prochaine. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va revenir un peu sur le phénomène Victor Wembanyama, ce que dit ses stats, ce que dit ce joueur avant d'arriver en NBA, et on va revenir aussi sur les 5 équipes qui ont le plus de chances, le plus de probabilité de chance de l'obtenir en premier choix de la draft. Et à la fin de la vidéo aussi, je parlerai aussi de 2 autres équipes qui n'ont pas le plus de probabilité de l'obtenir, évidemment, mais qui m'intéressent de par leur plateforme, de par ce qu'ils proposent sur le terrain et dont j'aimerais effectivement qu'ils atterrissent là-bas, en plus des 5 que j'ai cités. On sait que dans la draft NBA, il y a toujours des surprises, même au niveau des picks. Derrick Rose a été pick par les Chicago Bulls qui avaient très très peu de chances de l'avoir au début. Donc on peut toujours avoir ce genre de surprise pendant la draft. On parle évidemment de hasard, donc on ne sait jamais. C'est pour ça que ce podcast va être consacré à ces 5 équipes plus 2. Donc 7 équipes sur les 14 qui ont pour moi le plus de chances et le plus de choses aussi à apporter à Victor Wembanyama pour sa future carrière NBA. Donc on va commencer directement en parlant déjà de ce phénomène, parler un peu de lui, expliciter pour ceux qui ne connaissent pas le joueur ce qui est à attendre de sa carrière, ce qui est à attendre, ce qu'il montre déjà, ce qu'on peut espérer en termes de plafond, etc. On va en parler tout de suite. Allons-y. Va faire lever peut-être Marcel Cerdan, le double pump en châssis une fois, Wembanyama! Victor Wembanyama, donc un joueur de basket français, formé à Nanterre dans notre bon vieux 92, qui a joué aussi à Lasvel pour ensuite revenir dans le 92 en ce moment où il joue au Metz 92 de Boulogne-le-Valois, où évidemment il performe énormément. Hein. Il est vu comme potentiel MVP de cette Betclic Elite, vu comme le meilleur jeune aussi et potentiel aussi Deepoy. Enfin, je sais plus exactement le nom français, mais vous m'avez compris, hein, défenseur de l'année. Donc Victor Wembanyama est un joueur qui est actuellement à plus de 2m20. C'est un poste 4-5 qui évolue donc à Boulogne-le-Valois, qui a des stats cette saison de 21,6 points, 10,5 rebonds, 2,5 passes et une évaluation générale qui est énorme pour un joueur français qui joue en France avec une évaluation de 26,2. Évidemment, je m'intéresse évidemment à l'évaluation parce qu'elle est très parlante, mais même plus de 21 points pour un joueur aussi jeune dans une ligue, la ligue française, qui score beaucoup moins qu'une ligue américaine ou australienne, c'est déjà très très impressionnant. C'est un joueur aussi qui joue avec l'équipe de France, qui domine déjà à son âge avec l'équipe de France première et qui dominait aussi en espoir. Des joueurs notamment qui sont aujourd'hui en NBA et des joueurs plus vieux. On peut parler de Chet Holmgren, qui lui fut MVP du Mondial Espoir, mais qui fut clairement dominé en finale du Mondial par Victor Wembanyama et qui a été un des premiers podiums, je ne sais pas comment le dire, une des premières plateformes où il a pu s'exprimer aux yeux de tous, aux yeux de toute la planète et qui a montré le talent extraordinaire qu'il avait. Ça fait évidemment des années qu'il est scruté, mais cette année, notamment avec son passage à Las Vegas où il a affronté Scoot Henderson, qui est vu comme numéro 2 et au pire du pire numéro 3 à la prochaine draft NBA, eh bien ce joueur est vu comme un talent générationnel. On parle d'un niveau d'attente qui égale, voire surpasse pour certains LeBron James à son époque. Évidemment, c'est une autre époque avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, tout est amplifié. Mais on parle quand même d'une équipe des Mets qui, grâce à la présence de Victor Wembanyama, pu avoir ses matchs retransmis par la NBA
sur l'application NBA et la NBA qui évidemment fait énormément de marketing sur ce joueur en republiant beaucoup de ses faits de jeu, ses matchs sur son application, sur Instagram, sur toutes ces plateformes, alors même que ce joueur ne joue évidemment pas encore en NBA. Donc c'est juste pour vous montrer quel phénomène il est. Évidemment, il a été scruté, applaudi et plébiscité par nombre de joueurs NBA et de légendes. Hein. On se souvient que Anthony Davis, LeBron James, Devin Booker, ce type de joueurs-là étaient venus le voir jouer à Las Vegas. De la même façon, Giannis ou même encore LeBron l'ont acclamé. On parlait de joueurs du futur, d'aliens évidemment, mais surtout de joueurs que l'on joue en fait sur NBA 2K, des joueurs qu'on peut que inventer parce qu'ils ne peuvent pas exister dans la réalité. Bref, Victor Wembanyama est ce prototype de joueur du futur qui évidemment, comme je l'ai dit, 2m20 est déjà énorme pour sa taille, mais on parle pas d'un intérieur assez traditionnel qui joue proche du panier. Il est évidemment surdominant proche du panier, mais Victor Wembanyama, pour grossir le trait, est un slasher. Un slasher comme on en trouve parmi les extérieurs, parmi des Stephen Curry, ce genre de joueurs-là. Un slasher malgré sa taille, avec un handle extraordinaire. Et lorsqu'on fait des comparaisons, ces comparaisons sont jamais vraies dès que le joueur se révèle dans la ligue, parce que c'est totalement idiot de comparer des joueurs. Mais on parle d'un Kevin Durant en attaque, offensivement, et là on peut en parler, du coup, en défense, on le compare à Rudy Gobert. Parce que évidemment, au vu de sa taille, il a des qualités physiques qui lui permettent de défendre le cercle de manière extraordinaire, mais même à part ses qualités physiques, il a une présence, un sens du contre, un sens du jeu défensif, de l'organisation défensive assez exceptionnel. On peut parler aussi de quelques défauts. Son shoot notamment, il a encore des choix de shoot à polir qui conviennent parfaitement à un joueur de son âge, hein, évidemment. Je trouve déjà exceptionnel de ce qu'il entreprend, notamment dans notre ligue française, pour progresser, mais il a encore du shoot à polir. C'est un excellent tireur, mais avec des pourcentages assez faibles à 3 points, parce qu'en fait, il en prend des assez compliqués, on va pas se mentir. Hein. Mais malgré ça, il arrive à rentrer des shoots à 3 points sur une jambe où il saute à peine et qui sont parfaitement incontrables, du fait que si un joueur de 2m20 saute, pour aller le contrer, pour aller jouer contre lui à l'extérieur, c'est quasiment impossible à défendre. Mais à part ça, non, Victor Wembanyama a toute la panoplie du joueur all-time, déjà à son âge. Évidemment, on parle d'un joueur qui aura beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à travailler, même dans son arrivée dans la ligue, et qui ne va peut-être pas dominer à outrance tout de suite, même si je pense qu'il pourrait être très rapidement rookie de l'année ou All-Star dès ses 2-3 premières années, pardon. Mais oui, Victor Wembanyama est ce prototype de joueur, le prototype de joueur du futur, un intérieur qui peut shooter, qui joue à l'extérieur, qui n'est pas un spot-up shooter, hein, qui est un vrai créateur de son shoot, qui a des qualités de passe aussi, même s'il joue beaucoup pour lui en France, ce qui est assez logique. Il a une bonne vision de jeu, même s'il met des fois du temps à choisir et cela provoque des pertes de balles. À part ça, on parle vraiment d'un joueur capable de crosser des joueurs d'1m90, de les passer en vitesse, de shooter à 3 points, puis de revenir pour reprendre son propre rebond. On parle vraiment d'un type de joueur qu'on ne voit tous les jamais, en fait. Je pense que à la draft, on peut parler de Zion peut-être avant lui, qui était attendu, mais moins déjà. LeBron James, quasiment autant ou autant. Shaquille O'Neal, et après il faut revenir à des types de joueurs comme Karim Abdul-Jabbar ou Wilt Chamberlain. Donc déjà quand on vous parle de ce type de joueurs, on parle des joueurs du top 10 all-time. Voilà ce qu'on attend pour Victor Wembanyama, et il faudra qu'il réponde présent, parce que notamment au vu de sa taille, il y a quand même des doutes qui se posent sur le fait qu'il puisse enchaîner les matchs. On parle quand même d'une ligue qui joue 82 matchs par saison, plus les playoffs. J'espère qu'il les fera souvent. Donc, on parle du 130 matchs par saison, 120 peut-être.
Non, c'est énorme ce qu'il va devoir proposer en termes de longévité, et avec ce corps, évidemment, ça va être compliqué. Et beaucoup de gens se posent la question. Après, Wembanyama est pour le coup un joueur très intelligent, ça j'en ai pas encore parlé, qui sait s'entourer, qui est très mature pour son âge. Ce n'est pas le joueur qui sort ou qui prend la grosse tête à cause du succès. Il sait s'entourer de nutritionnistes, de coachs sportifs. Il analyse aussi son physique pour mieux répondre à ses attentes et de ce fait mieux progresser physiquement. Il s'est un peu épaissi depuis les années précédentes, ce qui montre une progression. Et évidemment, il a toute la panoplie. J'ai pas parlé de son jeu au poste, mais il est incroyable. J'ai été le voir jouer en vrai et c'est assez fabuleux ce qu'il propose. Et puis en plus de ça, il n'a même pas besoin de sauter pour dunker, ce qui est quelque chose d'incroyable à voir de ses propres yeux. Enfin bref, voilà qui est Victor Wembanyama pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui ne suivent pas trop les prospects. On parle donc d'un joueur qu'on ne reverra peut-être que dans 30 ans, en tout cas d'un prospect qu'on ne reverra encore que dans des dizaines d'années s'il faut attendre aussi longtemps, même si la NBA évolue vite et que ce genre de joueurs peuvent arriver de plus en plus vite. On parle de ce type de joueur. Du coup, je pense que là, on a fait le compte, on a fait le tour du sujet Victor Wembanyama, en tout cas de son profil. Il y aura encore des milliers de choses à dire, parler de ses performances, parler du fait, par exemple, que les Mets sont deuxième grâce à lui, qu'il est énorme et qui domine déjà une ligue qui est bien plus compétitive que la NCAA, par exemple, qui joue contre des adultes et qui clairement domine ces adultes. Non, franchement, c'est impressionnant. Du coup, je pense qu'on va commencer avec la première équipe de ce top 5. J'ai décidé de parler selon celles qui ont le plus de pourcentage. Donc, on va parler des 3 équipes qui ont le plus de pourcentage de chances de l'obtenir ce mardi soir. Alors, allons-y. Parlons dans un premier temps des Detroit Pistons. Les Pistons, donc, sont la pire équipe factuellement de la NBA l'année dernière en régulière, enfin cette année plutôt, avec un bilan de 17 victoires pour plus de 65 défaites, et ils ont donc par conséquent 14% de chance de l'obtenir en premier choix, ou du moins obtenir le premier choix de cette draft. Au niveau de l'effectif, on a eu une année assez compliquée où on a évidemment tanké. On a eu des blessures, notamment celle de Cade Cunningham, qui est vue comme la future star de cette équipe et qui s'est blessé dès les premières semaines de compétition. Et de ce fait, on a directement tanké pour espérer obtenir un autre joueur générationnel en la personne de Victor Wembanyama. Cette équipe est très intéressante pour Victor. Déjà, du fait de la connexion française qui peut se faire, Killian Hayes joue dans cette équipe. Peut-être qu'ils ne seront pas amis ou proches, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que tu as la même nationalité que tu deviens forcément proche de la personne, mais ça aide quand tu es dans un nouvel environnement. Mais Killian pourrait du moins l'aider à s'acclimater plus rapidement à cette NBA, à ses codes, ses mœurs, etc. Évidemment, Killian, qui est très décevant d'un point de vue général depuis sa draft et qui, pour moi, reste un bon joueur en devenir, mais qui reste décevant et il ne sera pas en fait titulaire l'année prochaine. D'ailleurs, peut-être qu'il sera écarté assez rapidement des grosses minutes et etc. Cette connexion française reste tout de même limitée. Mais pour moi, Victor Wembanyama, pour qu'il puisse faire performer, il doit avoir devant lui un ball handler dominant. Un premier ball handler qui serait donc Cade Cunningham, qui est donc un joueur qui sait absolument tout faire sur un terrain, qui a encore beaucoup de choses à polir, mais qui sait passer, pénétrer, tirer, qui a un plafond énorme en fait qu'on n'a pas encore pu voir parce qu'on a vu que sa saison rookie, qui était en seconde partie très très bonne, où il avait fait des mois à 24 points de moyenne. On a aussi dans cet effectif un Jaden Ivey qui s'est révélé être un arrière qui pouvait jouer meneur et qui était très bon à la passe aussi. Il a développé ses talents de passing game très rapidement. Donc on a 2 shooters slashers passeurs devant lui qui pourront permettre à Victor d'être un peu déresponsabilisé, de faire moins d'erreurs, mais à côté de ça, qui pourront le laisser s'exprimer, notamment à l'intérieur. J'ai encore peur que ces 2 joueurs gâchent un peu
l'exposition à la lumière, on va dire, de ce type de joueur. De la même façon, j'ai peur que Bogdanovic, qui était le meilleur marqueur cette année des Pistons, soit trop demandeur en ballon, ce qui cacherait un petit peu Victor, qui pourrait être utilisé dans un premier temps, sauf si le talent est directement incroyable, et c'est possible, c'est tout à fait possible pour Victor, que dès les premières semaines, on se rende compte qu'en fait, il va dominer la ligue pendant 10 ans. J'ai peur néanmoins que ces 3 joueurs prennent trop de ballons à Victor. Ça pourrait être problématique, sachant que Victor, pour s'exprimer, doit avoir la balle dans la main. Il ne doit pas jouer uniquement au poste ou uniquement en spot-up shooter à 3 points. Il ne doit pas être utilisé comme un éboueur. C'est un créateur pour lui-même d'un niveau qu'on voit tous les 10 ans, comme je l'ai dit, et qui, de ce fait, doit avoir la balle. Et je pense néanmoins que des joueurs comme Cade Cunningham et Jaden Ivey sont des bons distributeurs pour lui, qui pourraient le mettre dans les meilleures dispositions possibles, s'il le laisse assez s'exprimer, évidemment. Il y aura un taf énorme à faire du coaching staff pour pas brider l'un de ces 3 joueurs, qui sont vus quand même comme de potentiels lieutenants, stars, etc. À côté de ça, Victor Wembanyama est un poste 5 du coup, en tout cas vu généralement comme un poste 5, et pour moi son poste naturel est plutôt à 4 en fait, parce que Victor Wembanyama aime jouer loin du cercle, aime s'éloigner, il aime un petit peu tout faire en fait, et déjà au Mets on utilise souvent un éboueur protecteur d'arceau, ou un mec plus généralement qui sert de poste 5 un petit peu éboueur pour l'aider dans ses tâches. Ce poste 5, même s'il n'est pas éboueur évidemment, pour moi peut jouer à côté de lui, et c'est Jalen Duren. Jalen Duren qui est le plus jeune rookie de l'année précédente, qui a montré des flashs assez impressionnants, qui étaient tout simplement impressionnants quand il avait ses minutes, qui a fini la saison en 8 points de moyenne et 8 rebonds, et son temps de jeu était très variable. Pour moi, les deux peuvent s'entendre parfaitement. Peut-être même que Wemby pourrait lui donner des ballons au bon endroit. Je vous le dis, Wemby peut se prendre en tout cas pour un meneur. Et de ce fait, cette connexion peut être très intéressante avec un Jalen Duren qui a des qualités extraordinaires physiquement, qui est un excellent rebondeur, comme je l'ai dit, qui a un excellent physique, qui ne peut pas s'éloigner comparé à Wemby, et les deux peuvent évidemment se développer comme il faut dans une raquette. Derrière lui ou à côté de lui, dans des 5 un petit peu plus small ball, on peut voir aussi Isaiah Stewart, qui lui aussi peut s'éloigner, comme Wemby, évidemment de manière bien moins efficace, en tout cas je pense, je l'espère, et qui est un bon rebondeur, un petit peu sous-dimensionné, un bon défenseur, qui doit encore beaucoup se développer, mais qui montre des progrès énormes. Il y a tellement d'intérieurs en fait à Détroit, mais des intérieurs qui ont encore beaucoup de choses à prouver, des intérieurs dont Wemby va prendre la place en arrivant, s'il y arrive, s'il arrive là-bas, mais des intérieurs néanmoins qui peuvent être intéressants à côté de lui, parce qu'on va quand même laisser des minutes. Je pense qu'il va jouer directement 30 minutes par match dès sa saison rookie. Marvin Bagley en poste 4 à côté de Wemby peut être intéressant offensivement, parce qu'en fait, Wemby cachera les défauts de Marvin Bagley en défense. Néanmoins, je trouve que leurs qualités font un peu doublon, même si Victor est évidemment a un potentiel bien plus haut. On pourrait le voir à côté d'un Hamidou Diallo ou ce genre de joueur. Moi, la plus grosse problématique et la plus grosse question, en fait, qui va être conditionnée et qui va démontrer ou non une certaine progression et un développement efficace ou non de Wemby, même si je pense qu'il peut se développer dans n'importe quelle équipe et franchise, ça sera le choix du coach. Le coach, cette année, a été licencié. En tout cas, licencié Troy Weaver, n'importe quoi. Le coach a été licencié, mais restera dans la franchise. Mais pour l'instant, les Pistons n'ont toujours pas choisi quel va être leur futur coach. Et ça va changer beaucoup de choses pour lui. Je suis assez content que ce coach-là ait été licencié, parce que tout simplement, Dwayne Casey avait des choix très douteux au niveau de son 5 titulaire, au niveau des minutes allouées. Même l'année dernière, où cette équipe avait l'air de progresser, où Cade Cunningham prenait ses marques,
faisait des choix très bizarres en cours de match qui ont fait perdre des matchs à Détroit. Quand je parle de progression, évidemment, c'est à relativiser, mais on voyait des bonnes choses. Et je pense donc que Wemby sera conditionné par le coach qu'il aura là-bas. Donc, à voir. Moi, c'est une équipe que je favoriserais énormément du fait que, en fait, Wemby n'aura pas toute la lumière non plus en arrivant là-bas, ce qui pourrait lui permettre d'avoir moins ce stress de la performance. Et évidemment, il l'aura dans n'importe quelle franchise. Mais il aura des joueurs pour le mettre en condition. J'ai pas parlé de Killian Hayes sur le terrain, mais c'est un excellent passeur. Killian Hayes mettrait beaucoup plus de passes décisives par match s'il avait quelqu'un pour rentrer ses shoots, comme le ferait un Victor Wembanyama, évidemment. Donc voilà, un effectif, un backcourt notamment, et un 5, des 5 à côté de lui, ou des 4 même, qui peuvent être très très intéressants pour lui. Non, l'effectif des 3 Pistons, c'est évidemment un effectif très intéressant. Enfin bref, je pense qu'on a tout dit pour cette équipe. On va passer directement à la deuxième. On va pas essayer de parler Milan pour ne rien dire. Et on va parler des San Antonio Spurs maintenant. San Antonio, cette saison, donc, comme les Detroit Pistons, ont 14 chances d'obtenir le premier pick à cette draft. Ils sont en 22 victoires pour 60 défaites. Et contrairement à Détroit, où je n'avais rien à dire sur le terrain, je trouve que même si les shoots ne rentraient pas, Popovic et le coaching staff en général, ainsi que les joueurs que je trouve plutôt intelligents, ont fait en sorte de proposer un jeu collectif au minima un petit peu léché, même si évidemment ça a perdu énormément. Je trouve que cette équipe, si Victor s'implémente dedans, a tout pour se développer et pour avoir des talents énormes, pour avoir des assets aussi énormes. J'en avais déjà parlé dans le premier The Natural Podcast que j'avais fait. À cette époque-là, Jacob Poeltl était le 5 titulaire de cette équipe. On l'a viré pour trouver des assets, évidemment, comme je l'avais prévu à l'époque, mais aussi pour laisser la place à un éventuel Victor Wembanyama qui arriverait dans cet effectif. Cet effectif, je l'encense depuis de tout à l'heure, mais il est extrêmement limité. Pour l'instant, on a comme première option un Keldon Johnson qui fait une très bonne saison personnellement, on va dire, avec plus de 20 points, des bons pourcentages au shoot et un impact qui reste positif dans ce genre d'effectif, mais qui néanmoins, à mon sens, surjoue et surdomine du fait de la faiblesse de cet effectif. Je pense qu'à terme, Keldon Johnson est peut-être une 3e ou même 4e option dans une équipe qui se veut performante. Ce n'est pas suffisant évidemment pour être un leader d'une franchise NBA. À côté de ça, on a d'autres joueurs. Jeremy Sohan est un bon joueur de basket et dès sa saison 1 a prouvé qu'il pouvait et qu'il a déjà extrêmement progressé. Il était vu comme l'un des meilleurs défenseurs de sa classe de draft. Il s'est révélé être très rapidement. Enfin, derrière un joueur comme Walker Kessler évidemment, mais Jeremy Sohan n'en reste pas moins un joueur qui a progressé, qui a montré qu'il pouvait poser le ballon et partir au dunk, pouvait scorer et assez efficacement, évidemment dans un système de Popovic qui est souvent plutôt efficace. On a un joueur que je trouve extrêmement sous-coté aussi, comme Devin Vassell, qui avant sa blessure tournait à plus de 20 points, ou en tout cas 20 points, à 45% au shoot, mais surtout 40% à 3 points, qui est très discret, qui ne force rien, qui ne force pas son talent, et qui arrive tout du moins à shooter. On a aussi un meneur de poche comme Trey Jones. On a effectivement des joueurs très prometteurs, et je pense que Wemby dans cet effectif-là pourra effectivement progresser en même temps que ce type de joueur. On a Malachi Branham aussi, qui restait tout le long de sa saison un mauvais shooter, en tout cas l'un des moins efficaces de la ligue, mais qui dans les stats bruts a énormément progressé. Il a fini à plus de 10 points de moyenne, je crois, et puis sur ses derniers matchs il était à 15 points, 20 points, il tournait à ce genre de match-là, ce qui est quand même très intéressant. La pauvreté aussi au poste 5 est évidemment une opportunité énorme pour Wembanyama. Je pense que c'est le type de joueur qui peut faire passer un stade dans une reconstruction, un stade énorme pour le coup. Et au vu des joueurs, des assets que possède le San Antonio, je pense vraiment que ça pourrait être très intelligent et très intéressant en tout cas de le prendre. Et évidemment, s'ils ont le choix 1, pourquoi se priver? Parce qu'on a des bons défenseurs au poste 4, au poste 3. On a Devin Vassell qui est un joueur qui peut shooter, créer pour lui et qui n'est pas mauvais en défense. On a des joueurs plutôt discrets, pas de forte tête comme pourraient l'être d'autres effectifs. En fait, la forte tête, pour le coup, c'est Popovic. Popovic qui, malgré ce qu'on dit, on dit que San Antonio n'est plus la franchise
qu'elle était avant et sa capacité à créer des joueurs s'en trouvera amoindrie. Moi, je suis pas du tout d'accord. Excusez-moi, mais Devin Vassell, même si c'est un joueur du top 11, eh bien tout simplement ne vient de nulle part. Ou encore Keldon Johnson qui a été pris en fin de premier tour. Jeremy Sohan aussi qui a été pris dans le top 10 mais qui était plutôt vu dans le top 15, etc. sont des joueurs de talent qui vont durer dans cette ligue et pourtant ils ne viennent de nulle part. On peut parler aussi de joueurs plus discrets qui progressent néanmoins. Blake Wesley qui est un arrière, shooting guard et tout ça, qui a des stats assez discrètes mais qui arrive à trouver son rôle et qui a arrivé en plus à prendre ce rôle en sortie de banc dans cet effectif. La création de joueurs chez Popovich et chez ces San Antonio Spurs, il y a beaucoup de S, c'est compliqué à dire, et encore vrai aujourd'hui. Et je pense qu'un Victor Wembanyama dans cet effectif pourrait être très intéressant. J'aurais peut-être un petit peu peur qu'il soit bridé entre gros guillemets par Popovich, au moins dans les stats, parce que dans l'efficacité je n'ai aucun doute, mais si un Victor Wembanyama tourne en 18, 12 et 3 comptes de moyenne pour ses 4 premières saisons NBA, même s'il score pas autant, si l'équipe emmenée par Victor, qui est première option, va en play-off et passe des tours dans 4 ans peut-être, franchement ce sera une réussite, même si ses stats s'en trouveront amoindris. Et j'ai aucun mal à croire que Victor Wembanyama pourra à un moment dire à Pop, oui, laisse-moi un petit peu jouer mon jeu, tu verras, aie confiance en moi et tout ça. Victor, on le sait, n'a aucun mal à s'exprimer. C'est pas un joueur qui prend la grosse tête, mais c'est un joueur qui est confiant en lui-même, en ses capacités. Et de ce fait, je pense que jouer autour de joueurs intelligents qui ont un petit peu plus d'expérience que lui, mais qui du moins ne seront pas des stars ou à l'affiche de cette équipe, jouer aussi dans une ville de San Antonio où Tony Parker pourra lui donner des conseils, qui n'est pas une des plus grandes franchises dans la fame, on va dire, de cette ligue, pourra le laisser s'épanouir de manière assez intéressante. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Popovich est vieux, c'est un fait. Je ne sais pas combien de saisons il va encore rester. Cet effectif manque autour de lui, je pense, de plus de talent malgré leur saison moins mauvaise que Détroit. Ils ont moins de talent brut que cet effectif de Détroit. Donc à voir, je pense que si Victor est ce prototype de joueur générationnel qui fait passer un stade, à un moment, cet effectif, si elle n'a pas d'autres choix de draft ou de joueurs qui viennent à San Antonio, sera peut-être en manque de lieutenants. À voir comment se développent ceux qu'ils ont actuellement, mais Jeremy Sohan, Keldon Johnson, Devin Vassell ou Malachi Branham, un des 4 doit se révéler être ce lieutenant, ce deuxième joueur qui peut relayer Victor à la création, au scoring, au leadership, tout ça en même temps. Et il manquera peut-être ce deuxième joueur, mais comme je l'ai dit, pour moi, San Antonio est une franchise qui crée des joueurs de toutes pièces, des talents de toutes pièces, et qui peut tout simplement créer des stars à partir de quasi rien, entre gros guillemets. Enfin bref, je pense que pour San Antonio, c'est pareil, on a terminé. Franchise très intéressante. Comme je vous l'ai dit, quand on aura fini avec toutes les franchises, je ferai une sorte de classement de préférence. J'essaierai d'être assez objectif parce qu'on le verra, mais dans ce top 5, il y a évidemment Portland qui est ma franchise. Mais on va essayer d'être objectif. Pour l'instant, c'est plutôt intéressant. On va passer à la 3e franchise du coup, les Houston Rockets. Cette équipe, donc, a fait la même saison statistiquement que les San Antonio Spurs, avec 22 victoires pour 60 défaites. Ils ont donc 14% de chance d'obtenir victoire, ou du moins le premier pick à la draft. Et pour commencer directement dans le bain, je ne sais pas quoi en penser. On a changé de coach. Le coach a été viré avant la fin de la saison, ce qui pose beaucoup de questions sur cet effectif. Cet effectif et cette franchise, d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que des joueurs et le coaching staff, le front office, etc. veulent recruter des gros joueurs à l'intersaison, notamment avec des rumeurs sur James Harden ou encore Jaylen Brown qui pourrait être signé là-bas.
ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait, si ce type de joueur arrive dans cette franchise, on ne parle évidemment plus d'une reconstruction. Cet effectif veut passer un cap. Ils ont d'ailleurs recruté et engagé Ime Udoka, coach, on va dire référencé entre guillemets de cette ligue, qui a emmené les Celtics l'année dernière jusqu'au final NBA, qui a évidemment de gros soucis extrasportifs, mais sur le terrain ou du moins au bord du terrain, c'est un excellent coach avec ce qu'il a montré, avec un bagage d'assistant coach assez long. Et du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant pour Wemby d'aller jouer là-bas? Avec l'effectif actuel, je vous dirais que non, personnellement. En effet, on a un Alperen Sengun qui, pour le coup, est un pivot assez particulier, à la manière d'un baby Jokic, bon passeur avec des moves au poste, qui en fait qui est le basket européen le plus fameux, on va dire. Il sait s'éloigner, il sait shooter, on va dire entre gros guillemets. Il est un talent à développer. Mais est-ce que cet effectif va développer ce talent? De la même manière, Jalen Green, qui a le prototype de l'arrière idéal, survitaminé avec beaucoup de qualités athlétiques, qui a des soucis au shoot, mais qui sont essentiellement dus au fait qu'en fait, il n'y avait aucun jeu, aucun système autour de lui. Et il jouait uniquement en hero ball. Évidemment, un joueur si jeune, c'est assez compliqué pour lui. Et même si statistiquement et dans l'impact visuel, ça pouvait être très moche parfois, il arrivait à sortir des cartons à plus de 30 points régulièrement. Il était à plus de 21 ou 22 points de moyenne, évidemment avec des stats qu'on peut dire, des pourcentages au shoot en tout cas assez dégueulasses. Mais voilà, c'est assez compliqué pour cet effectif, pour savoir ce qu'il donne, parce qu'en fait, est-ce que Jalen Green va pas être trade contre un joueur comme Jaylen Brown? Est-ce que on va pas signer Harden, ce qui passerait Jalen Green à un autre rôle? Est-ce que Kevin Porter Jr. sera encore là l'année prochaine? Kevin Porter Jr. qui est un arrière qui joue meneur depuis l'année dernière, qui lui aussi a des gros soucis de perte de balles et au shoot, même si je trouve que cette année c'était beaucoup mieux. Il s'est bien développé, il a arrivé à mieux distribuer la balle, mais que devient ce type de joueur si Harden vient? Et du coup, est-ce qu'on parle de Kevin Porter Jr. Pour jouer avec Wemby, ou est-ce qu'on parle d'Harden? Eh bien, je pense qu'on va parler des deux. Alors, il y a un nouveau coach en ville, c'est ça. Et je pense que Kevin Porter Jr. Retournera sur le banc dès le début de la saison prochaine. Il ne sera plus meneur parce que ce n'est tout simplement pas son rôle. C'est un excellent joueur, peut-être qu'il faudra qu'il change d'effectif pour performer, mais de ce fait, peut-être qu'il jouera en 6e homme, dynamiteur, etc. Et peut-être qu'on aura un Ty Washington qui est un meneur-distributeur qui s'est trouvé être très limité cette année, mais aussi du fait du coaching staff. Bref, je pense que Ty Washington va beaucoup progresser directement s'il rentre dans le 5 majeur, et en année 2 de toute façon on progresse énormément normalement, et je pense qu'un joueur, ces joueurs-là peuvent être très intéressants pour Wemby, parce qu'en fait Wemby est un facilitateur énorme de jeu, tout simplement parce que en fait il a une gravité déjà pour son âge qui est assez exceptionnelle, qui pourrait permettre à ce type de joueur de prendre de meilleur shoot. Évidemment, je parle de Jalen Green, de Kevin Porter Jr., etc. Mais le problème, c'est que sur ces postes-là, il y a Jabari Smith qui a été pris en 3e position. Oui, c'est ça, 3e position l'année dernière. Alperen Sengun qui peut quand même très peu s'éloigner et qui doit jouer proche de l'arceau, ce qui peut compliquer les choses. En plus de ça, c'est un mauvais défenseur. Ça voudrait dire qu'il faudrait alterner pour que Wemby défende proche du cercle, mais Alperen Sengun ne peut pas trop suivre dans les écrans ou à l'extérieur, en tout cas en poste 5, c'est un pivot pur, je le répète. Donc, que faire? Le poste 5 est plutôt bouché, je vous mens pas. Évidemment, on placerait directement Wemby en titulaire, peut-être mettre Jabari Smith sur le banc, mais un talent comme Jabari Smith, pour moi, est à développer. Alperen Sengun a montré énormément de choses et de bien meilleures choses que Jabari, pour l'instant en tout cas. Mais pour moi, la personne à mettre sur le banc, et ça serait extrêmement dommage, ce serait Alperen Sengun. Et même si on trade pour avoir un Jaylen Brown ou un type de joueur comme ça, il y aura encore ce souci d'intérieur qu'il faudra régler, et peut-être trade des gens. Et évidemment, moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Je pense que cet effectif, même si je pense qu'il souhaite avoir le plus gros talent de la draft,
quel que soit le poste, je pense que ça serait plus intelligent pour eux qu'ils tombent en 2 ou en 3. Évidemment, il y a du talent dans cet effectif. Je pense qu'un duo Jabari Smith et Wembanyama, dont les deux peuvent s'éloigner, les deux sont des excellents défenseurs. Hein. Je l'ai pas mis assez en avant, mais les deux peuvent être très intéressants. Des extérieurs scoreurs à côté de Victor qui peut aller récupérer les rebonds, qui peuvent leur passer, même si on va pas se mentir, Josh Christopher ou Jalen Green ou même Kevin Porter Jr. ne sont pas des gros passeurs, voilà, mais ça peut être très intéressant. On a aussi des Jason Tate ou ce type de joueurs qui peuvent être ou des Tari Eason aussi, qui sont des bons défenseurs, qui sont des joueurs intelligents et rugueux, qui peuvent tout simplement être positifs pour l'épanouissement de Victor. Mais personnellement, là je parle du terrain, qui est déjà un aspect très compliqué à mon sens. Pour moi, l'extra sportif sera pire parce qu'en fait cette franchise, pardon, j'ai du mal avec les S ce soir. Mais cette franchise est beaucoup trop médiatisée pour ce qu'elle propose en ce moment. Il y a des fortes têtes, il y a eu des gros soucis de comportement dans cet effectif, que ce soit de Kevin Porter Jr. ou encore de Christian Wood, qui est évidemment plus là, il est à Dallas aujourd'hui, mais voilà. On sait que ces joueurs-là sont des bosseurs, hein. Jabari Smith ou Jalen Green sont des énormes bosseurs, mais il y a quand même des soucis de comportement. On sait aussi que Tari Eason, même s'il a pas beaucoup fait parler de lui en année 1, était vu comme une forte tête au moment de la draft. Il y en a aussi beaucoup, même si, allez, c'est qu'un détail, je veux quand même le relever, qui sont beaucoup plus intéressés, ou du moins qui sont un peu trop intéressés à mon goût, par les réseaux sociaux, par la fame, le cloud, tout ce genre de trucs, notamment Jalen Green et encore une fois Josh Christopher. Hein. Mais voilà, j'ai de sérieux doutes. Je pense que bien coaché, et c'est ce qui me rassure par Ime Udoka, mais qui lui aussi a des gros problèmes qui pourraient impacter Victor, hein, malgré lui. Surtout qu'on parle de jeunes joueurs, entourés de jeunes joueurs. Il y a très peu ou zéro vétéran, en fait. Il y a Marjanovic, mais voilà, la gueule du vétéran, quoi. Voilà, il y a très peu de vétérans dans cet effectif pour lui dire les choses qu'il doit entendre, pour bien le former à être un bon professionnel. Même si Victor montre une maturité exceptionnelle, s'il y a personne pour l'aider à son arrivée en NBA, il aura évidemment beaucoup de mal. Donc oui, j'ai encore beaucoup d'interrogations. Parce que je pense que sur le terrain, si Ime Udoka fait les bons choix, et je sais qu'il en est capable, on peut avoir un effectif qui passe à un level énorme cette saison, mais en fait ça peut être au détriment de certains joueurs, au détriment de sa progression à lui ou de la progression de certains autres joueurs. Ça peut être au détriment de son image aussi, au vu des affaires qu'il y a dans cet effectif. Et voilà, donc je suis plutôt interloqué, on va dire. J'ai pas envie de le voir là-bas, je vous mens pas. De toute façon, je ferai mon top à la fin, mais à voir. Donc voilà, on en a fini avec les Houston Rockets. Un peu plus de négatif plutôt sur cette équipe, mais voilà, il en faut. Hein. J'ai quand même essayé d'être un peu positif parce qu'il y a du talent, il y a énormément de talent dans cet effectif. Quand tous les rouages vont commencer à cliquer, ça pourrait être très très fort, mais pour l'instant, on attend encore que ça clique. Donc continuons avec la 4e équipe, hein, qui cette fois-ci, et on descend un petit peu dans les pourcentages de chances d'obtenir Victor, aura uniquement, entre guillemets, 12,5% de chances de l'obtenir. Et cet effectif, qui est donc la 4e équipe, ce sont les Charlotte Hornets. Alors, les Charlotte Hornets. On a parlé ensemble d'extra sportifs. Bah voilà, on va y retourner très rapidement. Cet effectif a eu des gros problèmes de comportement, des grosses affaires un petit peu moches l'année dernière. Je commence par là parce qu'en fait, j'ai pas envie d'en parler pendant toute leur partie du podcast, mais il faut venir dessus. James Bouknight a été vu dans sa voiture. Je ne sais plus exactement pourquoi. Je crois qu'il y avait une histoire de gun et de drogue. Enfin voilà. Des joueurs comme Miles Bridges ont eu des problèmes dont je ne parlerai pas ici, mais qui sont atroces. J'espère qu'il ne reviendra jamais dans cet effectif. Le coach qui devait venir l'année dernière a décidé de ne pas venir quand il a vu le bordel, tout simplement, qui existait dans cet effectif. Des joueurs comme LaMelo Ball, qui doit être la star et qui est la star de cet effectif, sont énormément blessés.
Pareil pour Gordon Hayward qui n'arrive pas à enchaîner les matchs. Et en fait, on a eu une saison assez calamiteuse de cet effectif où le meilleur joueur était sûrement un mélange de Terry Rozier, de Kelly Oubre et de PJ Washington. Mais voilà, ce n'est pas suffisant. Dennis Smith Jr., malgré tout, a été très bon cette année, malgré un rôle bien plus minime et on l'imaginait bien plus fort au moment de sa draft. Mais bref, partons du postulat que cet effectif est au complet. Donc, sans Miles Bridges et avec tous les cadres qui reviennent, ajoutez-y un joueur comme Victor Wembanyama en poste 4, parce que oui, l'année dernière, ils ont drafté un certain Mark Williams, qui est un poste 5 de Duke, qui est déjà un petit peu plus vieux, je crois qu'il a 21 ou 22 ans directement, que la moyenne en tout cas des rookies. Mais un joueur qui a déjà beaucoup montré, un joueur rugueux avec un gros corps, un gros coffre, un pivot comme on en a besoin, protecteur de cercle et tout ça, qui a des moves proches du panier en tout cas, et qui du coup pourrait très très bien jouer à la manière pareillement d'un Jalen Duren à côté de Victor Wembanyama. Ça peut être très intéressant. À côté de ça, du coup, on a Victor en 4, Gordon Hayward en 3, qui est un joueur très intelligent, un facilitateur et qui, quand il est sur le terrain, est tout simplement très bon, hein, même s'il a évidemment plus le niveau d'All-Star qu'il avait au Jazz. Il est toujours un joueur dont il faut se méfier et un joueur très bon. À côté de ça, en 2, on a un Terry Rozier qui est capable du meilleur comme du pire, que ce soit dans ses pourcentages au shoot, que ce soit dans ses moments de flash, etc. Mais quand il n'est pas trop responsabilisé, pour moi, c'est un joueur qui est important dans un effectif. On l'a vu à Boston aussi, et c'est ce type de joueur que tu as envie d'avoir dans ton effectif. Pareil, en numéro 1, évidemment, on a un LaMelo Ball, qui est un joueur sensationnel du point de vue de l'impression visuelle, des stats et en fait même des wins, parce que il y a 2 ans, cette équipe des Hornets, même si elle était calamiteuse en défense, était une grande équipe offensive, une énorme équipe offensive qui pouvait prétendre au play-in et même au play-off. Et en fait, ils ont été au play-in, ils ont perdu, mais voilà, si cette remise en route ne s'était pas stoppée à cause des blessures et de problèmes extrasportifs, cette équipe serait vraiment très forte. À côté de ça, on a des PJ Washington qui peuvent prendre la place d'un Gordon Hayward ou même jouer à côté de Wemby en 4, qui peuvent s'éloigner, qui a beaucoup progressé cette année. Dennis Smith Jr. aussi, qui est un bon joueur dans son rôle tant qu'il ne dépasse pas ce rôle, justement. Non, franchement, il y a du talent dans cet effectif. Évidemment, il n'y a pas que des idiots, hein. On a parlé de LaMelo Ball, qui est quand même un bosseur et déjà une jeune star qui peut inspirer, on va dire, Victor Wembanyama, Gordon Hayward et Terry Rozier, qui sont pour moi des parfaits professionnels qui pourraient le guider, Mark Williams, qui n'a jamais eu de problème jusqu'à présent et qui par conséquent pourrait se développer à côté de lui de manière intelligente. On a Kelly Oubre en sortie de banc, c'est toujours très bon à prendre, en tout cas quand il est en sortie de banc et on va dire, on choisit bien ses minutes. Non, cet effectif, on en parle de manière un petit peu mauvaise, mais dans l'état actuel des choses, si tout clique, ça peut être très intéressant. Parce que pour moi, même avec l'absence de Miles Bridges, qui je pense va revenir, hein, mais je préfère pas en parler parce qu'en fait il ne m'intéresse pas tout simplement. J'ai pas envie de parler de ce genre de personnes dans mon podcast, mais si on le remplace et si on le met sur le banc ou s'il ne joue tout simplement pas, on y gagne quand même avec un Victor Wembanyama en 4 évidemment, au niveau du scoring, au niveau du rebond, au niveau de la défense évidemment, surtout de la défense. Tu remplaces des no-name en fait en poste 5 plus Miles Bridges par Mark Williams et Victor Wembanyama en défense, tu as autant de scoring et pour moi un jeu offensif qui peut être tout aussi bon, même s'il sera un petit peu plus lent qu'avec les autres joueurs qu'on avait avant et du coup plus demi-terrain, ce qui pourrait poser problème à certains, hein, mais qui pour moi ne pose aucun problème du fait que LaMelo peut jouer sur demi-terrain, que Victor peut le faire aussi, Gordon Hayward aussi, donc pourquoi pas. Et voilà, une équipe qui pourrait être offensivement aussi forte que les années précédentes et qui pourrait se développer défensivement. D'ailleurs, en seconde partie de saison, quand ça a gagné quelques matchs à Charlotte, c'était par la défense que ça se passait. Évidemment, c'était pas les mêmes joueurs que les années précédentes, hein. On était plutôt sur du Nick Richards, sur du Dennis Smith Jr., PJ Washington ou Mark Williams, ce type de joueurs, plutôt que sur les vrais titulaires entre guillemets de cet effectif. Mais voilà, je pense que en ajoutant Victor Wembanyama à cet effectif,
il devient de ce fait bien plus équilibré et potentiellement sur un plus long terme bien plus intéressant. Mais on va en parler quand même, hein, parce qu'on a parlé d'une saison de blessure comme si elle ne reviendra pas. Gordon Hayward n'enchaînera pas les matchs, c'est un fait. LaMelo Ball a une saison compliquée, il a fait des bonnes stats quand il était là, il a un impact quand même positif, même si les pourcentages étaient un peu plus dégueux que les années précédentes, du fait que c'était un peu le seul gros scoreur de cet effectif. Mais s'il reste sur deux jambes, je n'ai très peu de doutes, j'ai très envie de voir un duo Victor Wembanyama LaMelo Ball, ça serait énorme, c'est un de mes duos 1-5 que je préférerais dans cette ligue. Il y en a un autre dont on va parler, mais celui-là serait incroyable. Mais au vu des problèmes de son grand frère physiquement et des problèmes qu'il a eu cette saison et même de son passif en fait de blessure, voilà, j'ai pas envie de porter un mauvais karma et tout ça, mais j'ai peur que Victor se retrouve bien seul à Charlotte. Enfin, dernier point un petit peu négatif, Michael Jordan qui évidemment très peu de choses sortent du fait de sa présidence, on va dire, mais on sait tout du moins que ses anciens choix de draft étaient très mauvais, c'est un fait, que là il y a des rumeurs comme quoi il voudrait vendre cette franchise, c'est un fait, donc une situation qui est quand même plutôt peu enviable pour ces Charlotte Hornets. Il y a beaucoup de choses qui se passent mal et qui devraient se passer beaucoup mieux à Charlotte, et je pense que voilà, il y a beaucoup de travail à avoir à l'intersaison, peut-être des joueurs à partir, des joueurs toxiques, peut-être un coaching staff ou un front office à remanier aussi, et en fait l'arrivée de Victor pourrait être le début de cette reconstruction, on va dire. Mais si les choses restent telles quelles et si les blessures continuent à s'enchaîner, les histoires aussi, eh bien, il suffira pas d'un Victor pour retrouver les Charlotte Hornets des années 90, hein, je vous le dis. Mais voilà, on va essayer d'être positif. Franchement, je pense qu'on peut être un petit peu plus positif que pour Houston. Il y a du talent dans cet effectif. Il y a déjà un All-Star qui l'a été l'année dernière. Non, franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà. Dernière équipe de ce top 5, équipe la plus intéressante, on passe à un autre niveau d'équipe. Non, évidemment, je rigole. On va parler ici des Portland Trail Blazers, donc mon équipe, ma franchise, de cœur en tout cas, parce que j'ai toujours pas acheté de part. Hein. Mais voilà, Portland Trail Blazers, allons-y. Alors, cet effectif sort d'une saison compliquée, peut-être même plus compliquée que les équipes qu'on a eues au-dessus, malgré leur bilan qui est plus positif, parce qu'en fait, cet effectif était parti pour au moins essayer de dominer la conférence Ouest, pour essayer de jouer, de bousculer les lignes, peut-être d'être contenders, hein, soyons fous, et qui s'en sort avec une saison en 33 victoires et 49 défaites, avec 10,5% de chance d'obtenir le premier choix. Donc évidemment, là, on est sur un petit échec déjà. Et le principal problème pour moi de cet effectif, c'est cet entre-deux. Toujours, hein, à Portland, il y a toujours un entre-deux où on ne sait pas, on hésite, où on ne sait pas faire bouger les lignes, où on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Et donc, on a un mélange de jeunesse et d'expérience qui pourrait être intéressant si cette équipe performait, mais qui n'arrive pas à cliquer tout simplement. On a un Damian Lillard qui est évidemment une superstar de cette ligue, qui n'a jamais été très bien entouré, qui commence à se faire vieux, mais qui reste évidemment dans son équipe et sa franchise de cœur à Portland. Autour de lui, on a des joueurs comme Anthony Simons qui commencent à prendre un vrai niveau, mais qui pour moi, allez-y, on y va directement dans le plat, je crois que je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais qui pour moi est le prototype de joueur qui était Damian Lillard plus jeune, en moins talentueux. En tout cas, pour moi, ils ne peuvent pas coexister sur le même backcourt, parce qu'en fait, c'est tout simplement un CJ McCollum bis. C'est ce type de joueur très fort offensivement, qui arrive à trouver des spots et qui est très efficace à 3 points, mais qui déjà devrait jouer meneur dans n'importe quel autre effectif, et qui en plus de ça, se trouve être limité à côté de Damian Lillard. À côté de ça, nous avons bradé beaucoup de joueurs pour en obtenir d'autres un petit peu moins forts. Je suis désolé, hein, je vais être très salé sur celle-là. Mais voilà, on a un Matisse Thybulle qui offensivement, c'est le néant, mais défensivement est un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est un fait. À côté de ça, Jeremy Grant qui est là
qui a eu un très bon début de saison, qui a un petit peu beaucoup redescendu en fait pendant la seconde partie, qui espère un gros contrat. Donc il y a aussi cette raison et cette question contractuelle qui se posera cet été. Pareillement pour Youssouf Nurkic, qui donc se retrouvera sur le banc si Victor arrive. Et voilà, c'est un petit peu l'effectif, on va dire, avec Cam Reddish peut-être, ou Shaedon Sharpe, surtout en fait, Shaedon Sharpe, qui est vu comme un des avenirs de cette équipe, qui a montré des choses exceptionnelles en toute fin de saison quand on tankait véritablement. Et donc cet effectif est dans un entre-deux assez particulier. Et pour moi, la solution se trouve être effectivement Victor Wembanyama. Parce qu'en fait, Victor, s'il est ce joueur exceptionnel qui, day one, te change une franchise, eh bien, tout simplement, change la face de cette franchise. C'est potentiellement le premier et le meilleur joueur qu'aura Damian Lillard à côté de lui. Victor Wembanyama va permettre à Damian Lillard de passer un petit cap, au moins un petit cap, j'en suis persuadé. Et à côté de ça, Victor Wembanyama va progresser à côté d'un meneur quasiment all-time, en tout cas dans un niveau intrinsèque, comme Damian Lillard. Non, c'est exceptionnel. Évidemment, il y a un souci d'âge qui se passe directement, que ce soit au niveau contractuel, au niveau de l'âge, tout ça va poser problème à un moment donné, mais en année 1, en année 2, la progression que peut avoir un Victor Wembanyama à côté de ce type de joueur qui évidemment est incroyable, peut être vraiment bénéfique pour tous. Si tu ajoutes Wembanyama à la place de Youssouf Nurkic, avec un Jeremy Grant en 4, avec un Matisse Thybulle, Shaedon Sharpe ou Cam Reddish, et allez, un backcourt Damian Lillard, Anthony Simons, même si j'aimerais bien qu'Anthony Simons soit 6e homme et Shaedon Sharpe sur le backcourt, ça peut être très fort. Parce qu'en fait, défensivement, déjà, les trous que provoque Damian Lillard et Anthony Simons peuvent être partiellement comblés par un Victor Wembanyama, qui évidemment doit s'endurcir physiquement, qui peut se faire bouger et tout ça, mais qui n'en reste pas moins un joueur exceptionnel défensivement, et je pense qu'il le sera dès son premier match NBA. Donc oui, évidemment, et puis le voir avec ce maillot serait... Désolé, hein, mais voilà, je l'achète dès que il est draft, même avant en fait. Mais voilà, non, je pense que même jouer à côté de quelqu'un qui est assez versatile comme Jeremy Grant, jouer à côté de joueurs qui peuvent lui passer la balle en fait, parce que Damian Lillard est assez sous-coté à la passe. Anthony Simons aussi est très fort à la passe. Jeremy Grant est capable aussi. Donc oui, pour moi c'est un grand oui évidemment. Hein, je ne vais pas dire non à Victor Wembanyama, mais pour moi il se pose encore des questions et Victor ne va pas tout régler. Youssouf Nurkic sera payé 18 millions l'année, je crois, et pourtant en tant que remplaçant, c'est quand même assez affolant. Anthony Simons et Damian Lillard, il faudra peut-être faire un choix à un moment donné, ou alors avec Shaedon Sharpe, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des problèmes encore sur cet effectif. Victor Wembanyama va évidemment progresser. Cet effectif défensivement va progresser. Tu mets Matisse Thybulle plus Victor avec Jeremy Grant en 3e défenseur dominant, on va dire. Et voilà, on a déjà directement une équipe bien plus défensive qu'on n'a jamais eue depuis 8-10 ans à Portland. Damian Lillard sera le leader et sera la réelle encore star de cette équipe qui permettra à Wemby de se développer un petit peu plus dans l'ombre, mais qui, à côté de ça, lui donnera la confiance nécessaire pour bien se développer. Peut-être qu'il sera en 28 à Détroit, peut-être qu'il sera que en 16-7 aux Blazers, mais potentiellement, après quelques saisons, peut-être que ce sacrifice, entre guillemets, de Victor Wembanyama sera payant. On ne sait pas. Là, je suis dans les spectatives, évidemment, mais je pense qu'avec l'effectif construit comme tel et sur le fait que cet été, les Blazers veulent recruter du grand nom si c'est possible, il est possible que cet effectif soit directement compétitif. Et moi, je vous préviens, je préfère voir Victor Wembanyama progresser en faisant des séries de playoffs que progresser en faisant des 20 wins par saison, en tout cas pour ses premières années. De toute façon, on le voit, ce genre de talent générationnel comme Luka Doncic ou autre, Trae Young, même si voilà, un talent, on va dire, ne reste souvent pas très longtemps dans les bas-fonds de la ligue. Donc autant le pousser vers le haut. Donc oui, les Blazers, même si peut-être ce n'est pas
l'univers idéal parce qu'ils sont aussi dans une situation peut-être de vente de franchise avec un contrat énorme comme Damian Lillard. Évidemment, il prend 35% du cap space, mais bon, il y a les rediscussions télévisuelles à voir, enfin tout ce genre de choses. On va pas plonger là-dedans, mais voilà, il y a des problématiques. Shadon Sharp aussi, son rôle, est-ce que c'est lui qui sort du banc? Est-ce que il joue à côté de Damian Lillard? Est-ce qu'il est prêt à endosser ce rôle? Est-ce que si on lui fait endosser ce rôle, on ne perd pas des matchs bêtement alors qu'on veut viser le haut de l'Ouest? Tout ce genre de questions. Et Victor n'est finalement qu'un rookie. Donc c'est à la fois moins de poids sur les épaules que s'il est le leader incontesté, mais à la fois plus de poids parce qu'en fait, tu veux win directement, day one. Donc voilà, intéressant aussi, très, très intéressante comme situation, mais avec des questionnements, tout comme les autres franchises. Franchement, beaucoup de questionnements à voir. Bref, je pense qu'on a tout dit sur les Blazers, on a tout dit sur ce top 5, et là, tout simplement, ce que je vous propose, c'est de choisir 2 équipes. Évidemment, je suis tout seul, donc c'est moi qui vais les choisir. D'un autre top 5, enfin des pourcentages, des 5 autres pourcentages les plus forts, parmi les 14 qu'on a de chance d'obtenir le pick 1. Et dans ces 5 autres équipes, je vais en piocher 2 qui me paraissent intéressantes pour différentes raisons, évidemment. Et vous allez être surpris, je pense, du dernier choix. C'est pas pour vous hype, je fais pas le YouTuber, mais vraiment, je pense qu'on peut être surpris. Donc, allons-y, commençons. Wembanyama wants it in the post. He wants to go one-on-one. Turns and faces, trying to get the move. Step back. Wembanyama. La première de ces 2 teams dont j'ai envie de vous parler, du coup, c'est les Indiana Pacers. Du coup, les Indiana Pacers, on en est où? Eh bien, on était sur une équipe qui devait tank toute la saison pour essayer d'obtenir un gros choix de draft et qui finalement, après un début de saison retentissant, même une première partie sur les 2 parties de saison, retentissant et avec des wins, eh bien, se sont retrouvés au milieu de classement, play-in, etc. Mais en seconde partie de saison, Tyrese Haliburton s'est effectivement blessé et de ce fait, ça a commencé à perdre évidemment et ça a commencé aussi à tank. Les Indiana Pacers ont donc fini leur saison en 35 victoires et 47 défaites. Aujourd'hui, ils ont 6,7% de chance d'obtenir le premier choix et c'est un effectif très intéressant pour y inclure un Victor Wembanyama. On a déjà un Tyrese Haliburton, comme je l'ai dit, leader de cette équipe, qui est All-Star cette année, en plus de 20 points, presque 21 points, et 10,4 passes, avec des excellents pourcentages, notamment à 2 points, qui est à 57,2%. Au général, il est à 49% et 40% à 3 points. Voilà le type de joueur qu'est Tyrese Haliburton. Il n'a que 22 ans. Je ne sais pas exactement si c'est le futur du leader d'une équipe qui va très loin. Mais en fait, si on y ajoute un joueur comme Victor Wembanyama, qui est un intérieur, du coup, il y a cette connexion extérieure, en tout cas poste 1-5, 1-4, qui se fait directement, qui peut être juste fantastique. Évidemment, comme LaMelo Ball, on en a parlé, peut-être que LaMelo Ball est ce type de joueur aussi, mais je trouve que Tyrese Haliburton, déjà au niveau des pourcentages, est un joueur beaucoup plus propre, qu'il a fait des choses, même si un petit peu moins flashy, un peu moins de clout que LaMelo Ball. Pour moi, c'est un type de joueur qui, en tout cas aujourd'hui, est au-dessus. Potentiellement au-dessus, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un joueur franchise player ou réel superstar. C'est peut-être une deuxième option. Mais si tu as déjà cette deuxième option et que tu y ajoutes un joueur qui est vu comme un talent énorme sur les 15 prochaines années, on obtient un effectif qui peut faire de grandes choses. À part ça, parce qu'on va pas parler que de leur leader, le coach de cette équipe, qui l'a remanié entièrement à son arrivée, propose un jeu de transition et d'attaque très intéressant. Et Victor Wembanyama est un mec qui est capable de courir. Évidemment, c'est cool si tu l'as dos au panier, c'est cool et tout ça, mais tu peux le faire courir, tu peux lui faire des coast-to-coast, tu peux faire en sorte qu'il suive le rythme. Évidemment, tu prends des risques de blessures, etc. Mais voilà, si on parle de ça, on en parle tout le temps. Mais pour moi, ce type de joueur s'inscrit parfaitement dans ce collectif. Et en plus de ça, il peut encore jouer au poste 4, qui, en fait, moi, je le préfère tout simplement au poste 4, à voir dans la ligue, peut-être que je me trompe complètement, mais si tu le mets à côté d'un Miles Turner qui est capable aussi de shooter à 3 points, t'as des mecs qui peuvent tous shooter avec un spacing énorme. Les deux
que ce soit Miles Turner ou Victor Wembanyama sont des excellents contreurs. Miles Turner est un défenseur, on va dire, qui assez naïf, qui fait beaucoup d'erreurs, mais qui pourrait être bonifié par la présence de Wemby. Les deux peuvent rendre inaccessible l'accès au cercle. En plus de ça, tu peux ressortir sur nombre de shooters, parce qu'en effet, il y a Buddy Hield dans les coins, Tyrese Haliburton, comme je l'ai dit, 40% à 3 points, 42% pour Buddy Hield, et même Bénédicte Mathurin en sortie de banc pour l'instant en tout cas, qui était, on va dire, surcoté peut-être en début de saison, ou en tout cas coté, je vais pas dire surcoté, mais qui en fin de saison, à mon sens, s'est retrouvé complètement écarté de toutes les discussions, alors qu'il était longtemps dans la course au rookie de l'année, notamment 2e, et qu'il était aussi dans la course au 6e homme de l'année, en étant à plus de 18 points pendant longtemps, avant de redescendre à 16,7. Mais voilà, en fait, on a affaire à un joueur qui est encore à polir, qui n'est toujours pas NBA ready, entre gros guillemets, parce qu'il a déjà fait une énorme saison à plus de 16 points en étant rookie, 16,7 exactement, mais qui pour moi, malgré ce qu'en disent les fans, les votes, les médias, pourrait être le deuxième meilleur joueur de la draft de cette année, enfin de l'année dernière du coup. Non, Bénédicte Mathurin n'est pas à sous-côté. Ça veut dire que en définitive, tu pourrais avoir un très jeune backcourt, Tyrese Haliburton, Bénédicte Mathurin. En plus de ça, à côté, tu peux avoir dans le front de court, qui est extrêmement jeune aussi, il a 19 ans depuis quelques mois, un jeune Wemby. Non, c'est exceptionnel, excusez-moi. Et puis tout ça coaché par un Rick Carlisle, avec un système de jeu qui est déjà établi avant son arrivée. Je pense que c'est le seul qui a réellement... c'est le seul qui a réellement un style de jeu établi dans toutes les équipes dont on va parler aujourd'hui, et un style de jeu, une identité, une âme d'équipe. En plus, Indiana, malgré ce qu'on en dit, et on n'en dit pas grand-chose, reste une équipe et une franchise qui travaille très bien, qui ne fait pas de bêtises, et même si c'est la cambrousse, on va pas se mentir, je pense qu'un Wemby qui est un professionnel aguerri déjà à son âge pourrait très bien s'en sortir là-bas. J'ai parlé aussi pendant sa présentation du fait qu'il devait avoir ce premier ball handler à côté de lui. Là, il a l'embarras du choix. Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Bénédicte Mathurin, même si ces deux-là sont plus des créateurs pour eux, mais on a aussi un jeune Andrew Nembhard qui a 22 ans, qui était rookie, et qui a montré d'énormes choses cette année, mais surtout qui, quand il était titulaire avec des longues minutes et plus de responsabilité, eh bien, a prouvé que c'était un excellent passeur, distributeur, un joueur très intelligent, c'est tout. Et il va en falloir. On a aussi des joueurs un peu plus vieux comme Jalen Smith, enfin il a que 22 ans, mais vous m'avez compris, qui pourraient progresser en jouant à côté de Wemby, et qui pourraient en fait profiter de sa gravité. Même TJ McConnell qui a 30 ans est un excellent vétéran avec qui progresser. Des joueurs aussi comme Chris Duarte, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu, mais qui sont des excellents scoreurs excusez-moi, capables de partager et passer la balle. Non, il y a de quoi faire. Daniel Theis est aussi un joueur du front de courte qui est vétéran et qui peut lui donner des conseils. George Hill aussi. Ce genre de joueur, franchement, pour un jeune Wemby, même si évidemment ça va en faire râler beaucoup parce que les Pacers ne font pas comment dire, ils ne font pas rêver beaucoup de gens. Eh bien, excusez-moi, Tyrese Haliburton et Wemby sur un même terrain, dans la même équipe, qui s'envoient des passes no look, qui font des crosses, voilà quoi, j'en rêve, tout simplement, j'en rêve. Donc oui, j'en rêve, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très très intéressant dans le jeu en fait. Et pour la deuxième équipe dont je vais parler, parce que là je pense qu'on a terminé, dans la deuxième équipe que je vais parler, c'est peut-être pas dans le jeu, mais justement en extra sportif que je trouve ça intéressant, et on va en parler. Cette équipe, du coup, ce sont les Wizards de Washington. Alors là, je pense qu'en ayant dit ça, j'ai perdu 3-4 personnes, parce que voilà, c'est pas l'équipe dont tu rêves, surtout pour notre jeune talent français. Mais laissez-moi m'expliquer. Là, on parlait d'identité de jeu, d'âme d'équipe et tout ça. Tout le contraire des Wizards, on est bien d'accord. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas la pièce qui te manque fondamentalement pour que enfin il se passe quelque chose dans la capitale des États-Unis? On a du talent, on a énormément de talent aux Wizards qui
qui ne clique pas, tout simplement. Parce que je pense que déjà, il manque d'un coach, évidemment. Hein. Weston Sell Jr. Est famélique, depuis son arrivée. Mais il manque aussi, en fait, de cette âme, de ce mec derrière que tu as envie d'être. Ça devrait être Bradley Beal. Mais on a vu depuis 1 an et demi que ce n'est pas ce type de joueur. Et Bradley Beal, à terme, en deuxième option, s'il est honnête et qu'il veut vraiment rester à Washington pendant encore longtemps, derrière, un Wemby, ça peut être très intéressant. En plus de ça, je trouve que si tu arrives à garder Kyle Kuzma, ce qui n'est pas du tout sûr, ça peut être aussi très intéressant. Et même si tu le perds, tu as à côté, et je trouve ça très marrant parce qu'ils ont été longtemps comparés, Kristaps Porzingis qui peut jouer à côté d'un Wemby. Donc on a 2 licornes aussi qui peuvent s'écarter du coup, qui peuvent se donner des conseils les uns aux autres parce que je trouve que leur parcours, Wemby n'a pas encore ce parcours, mais justement le parcours de Kristaps peut vraiment inspirer Wemby dans ses erreurs et dans les choix qu'il a fait. À côté de ça, on a des joueurs très intelligents. Hein. Kyle Kuzma, Kristaps, Bradley Beal, quoi qu'on en dise, c'est un joueur vraiment intelligent. Deni Avdija, tout ce type de joueurs. Je sais que l'intégralité des joueurs dont je parle là peuvent cliquer, notamment sur le front court, avec Wemby. Kyle Kuzma à côté en 4, que ce soit Kristaps en 4 ou Daniel Gafford en 5, ça peut être très intéressant. Évidemment, plus limité que d'autres front court dont j'ai déjà parlé, mais voilà, Corey Kispert peut écarter le jeu, et ça peut être tout simplement le renouveau d'une franchise qui a trop longtemps été mid, en fait. Pas mauvaise, je pense que juste tout le monde se fiche de cette franchise, et voilà, en fait, ces aspirations, je pense que même le front office, le président, a perdu ses aspirations de victoire directement. Et pourtant, ils ont des joueurs de talent, quoi qu'on en dise. Hein. Delon Wright, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, est un excellent backup, était très bon, je crois, c'était à Atlanta. Corey Kispert a montré d'excellentes choses. Daniel Gafford est limité, on va pas se mentir maintenant, mais peut être comblé par Wemby, Johnny Davis, bon voilà, mais on a des joueurs expérimentés comme Monte Morris, Bradley Beal, Deni Avdija, Kyle Kuzma, puis Wemby. Je sais que ça fait pas rêver de grand monde. Moi, franchement, je pense que on peut avoir cette nouvelle ère. Il y a beaucoup d'équipes, notamment, et ça va vous étonner pour ceux qui ne le savent pas, mais les Golden State Warriors, qui ont été dans des phases énormes d'en dessous, tout simplement, des phases mauvaises, notamment avant l'époque We Believe. Hein. Ça a terminé, on va dire, avec We Believe, avec la reconstruction après avec Stephen Curry, mais qui avant était une équipe mal managée, qui en fait ne faisait pas rêver grand monde parce que ce n'était pas San Francisco, mais c'était de l'autre côté de la baie, et du coup c'était beaucoup plus les quartiers populaires. On n'est pas du tout sur la même équipe qu'on a aujourd'hui, et Washington peut effectivement avoir cette progression comme l'ont eu d'autres équipes avant elle. Les Cavs, c'était exactement la même chose au début des années 2000. Ils ont eu une bonne période avant l'arrivée de LeBron. Beaucoup d'équipes qui ont besoin de ce prototype de joueur, et je pense, parce que on va pas se mentir, mais toutes les équipes, à part peut-être Charlotte, ont eu cette chance avant. Les Wizards, ça fait peut-être 40 ans qu'ils n'ont pas eu cette chance. C'est peut-être ce qu'il leur faut. Je n'ai aucun attrait particulier pour ces Wizards. Je pense juste que cet effectif manque de ce rouage central pour cliquer. Évidemment, il faudra changer de coach. Hein. Je dis tout ça, mais c'est en partant du postulat que le coach dégage. Mais voilà, Deni Avdija mérite mieux. Bradley Beal doit se reconcentrer exclusivement sur ses performances. Je le dis, je pense qu'il s'est trop endormi. Il prend ça pour un camp d'été ou, un camp de retraite plutôt. Tout ce type de joueurs, on doit arrêter aussi à Washington de faire les mauvais choix de draft des mecs qui sont tout simplement mauvais ou mid, comme l'ont fait d'autres franchises avant eux, évidemment. Portland et Charlotte en font partie. Mais voilà, je pense qu'il y a un réel espoir pour cet effectif des Wizards. Je préfère parler de ça que parler, par exemple, de Dallas, parce qu'on sait effectivement ce que ça va donner, un Luka Doncic avec Wembanyama. Je n'ai pas non plus envie de parler de trucs aussi obvious. J'ai déjà parlé de Tyrese Haliburton. J'ai rêvé un petit peu, mais je pense qu'il y en a beaucoup avant moi qui ont pensé. Alors que les Wizards, à part 3-4 fans français des Wizards, je pense que personne n'en rêve. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment et réellement intéressant.
intéressant. Bradley Beal, quoi qu'on en dise, avec un Bradley Beal en tout cas très concentré, ou du moins un petit peu concentré, qui arrive à se remettre sur une saison comme il y a deux ou 3 ans, je ne sais plus exactement, qui est la première ou deuxième option, à terme la deuxième option de cette équipe. Excusez-moi, c'est clairement cool, genre c'est juste cool. Leur petit maillot rose là, floqué Victor Wembanyama, ça peut être vraiment super cool. Et effectivement, je pense que ce type de joueur peut redonner cette âme à une franchise qui tout simplement patauge dans un marasme depuis plus d'une dizaine d'années, hein, parce que même pendant les époques précédentes, c'était pas fou, hein, que ce soit avec Jordan ou après l'histoire des armes, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut ce joueur à un moment donné, à un moment clé de leur histoire, parce que à un moment donné, cette franchise va être délocalisée à Mexico et on va rien comprendre. Non, mais bref, vous m'avez compris. Non, bah tout simplement, je pense qu'on a terminé, hein. En tout cas, on a parlé de ces 7 franchises. Et je pense qu'on peut passer à notre top 7. Notre top 7 qui peut être très très intéressant. Allons-y, c'est notre dernière partie. Voilà, on y est. Donc, dernière petite partie. Hein, c'est juste pour faire en guise de conclusion un petit classement, un petit top 7. Donc, on va directement commencer par le 7e. Le 7e qui sera tout simplement les Houston Rockets. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, il y a trop de soucis dans cette franchise. Je pense qu'ils ont déjà assez de talent pour essayer de progresser, en plus du fait qu'ils sont une franchise attractive. Et leur front court est assez trop, en fait, condensé pour être intéressant. Du coup, pour moi, ils arrivent en dernière position. Je pense que Wemby, évidemment, serait un ajout majeur pour leur effectif, mais pour lui-même et peut-être même pour cet effectif, ce ne serait pas le bon choix. Donc voilà, 7e. On va passer au 6e avec Charlotte. Voilà. Charlotte, tout simplement, j'ai beaucoup de problèmes avec cette franchise. Je pense qu'elle a un travail de fond à faire sur elle-même, hein, tout simplement, que ce soit le front office, coaching staff, les joueurs, le choix des joueurs, le guidage de ces joueurs. Il y a des choses intéressantes, bien plus pour moi, déjà la relation 1-5 avec LaMelo Ball, ou des joueurs qui sont tout simplement bons, bons dans le sens basketballistiquement parlant, et intelligent aussi dans le sens IQ et dans le jeu, qui pourrait donner un effectif assez complet et homogène, mais qui du moins, tout simplement, je n'ai pas envie de voir Wemby là-bas, avec les blessures et les histoires qui se passent en ce moment. Je suis désolé pour cette franchise qui fait beaucoup de mal quand même. Et non, effectivement, à part ce poste 1-5 et le fait que cet effectif soit assez homogène, je trouve pas ça très intéressant pour lui de finir là-bas. Ensuite, du coup, en cinquième position, j'ai tout simplement choisi de mettre les Wizards. Donc oui, je les mets avant Charlotte. Ça a été mon plus gros désaccord mental, on va dire. Parce que encore, cette histoire d'âme et cette histoire de renouveau, je pense que c'est quelque chose que Wemby, quand il l'a dit plusieurs fois en interview, qu'il veut créer sa propre histoire, son propre chemin. Le fait de recréer une hype et recréer une âme à une franchise comme ça peut être très intéressant. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup plus de talent dans cet effectif que dans les effectifs qu'on a précédemment cités. Donc oui, je pense que les Wizards sont très bien à cette 5e place. En quatrième, on engage directement, on embraye, je sais pas comment le dire, mais en 4e, j'ai choisi de parler de San Antonio. Donc San Antonio, bizarrement, qui arrive bas, mais qui, pour moi, manque de talent pur. Et j'ai peur qu'en arrivant avec Victor, qui progresse directement, à un moment donné, cet effectif manque finalement de lieutenant, manque finalement de fond. Et on sait que San Antonio n'est pas une franchise très très sexy, on va dire, et que du coup il se posera ce problème de fond à un moment donné. Et même si je pense que certains joueurs comme Devin Vassell peuvent progresser, et même avec la présence de Pop, je pense que c'est très limité, parce que Pop ne restera pas éternellement. À un moment donné, cette franchise changera dans son fonctionnement, et je pense que Wemby serait bien mieux loti, en tout cas, dans les équipes dont je parle plus haut. Mais je tiens à préciser quand même qu'entre les Wizards et San Antonio, il y a un petit cap qui se fait, et je pense quand même qu'à San Antonio, ça serait très positif qu'il y soit, bien sûr. Mais je préfère quand même 3 équipes au-dessus.
Et du coup, dans ce top 3, on va parler du troisième et on abordera du coup le premier d'abord et le deuxième pour laisser un minimum de suspense. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Mais du coup, le top 3, on arrive avec les Portland Trail Blazers. Alors, pour moi, c'est exactement la même chose qu'aux Wizards, mais fois 1000. C'est-à-dire qu'on est dans un marasme exactement de la même manière à Portland, sauf qu'avec plus de résultats, avec des joueurs plus forts, peut-être aussi un front office qui, malgré ses erreurs, etc., qui fonctionne mieux, et évidemment un leader, c'est de ça qu'on parle, un leader qui est bien supérieur à tout ce qu'on peut trouver en dessous et qui peut créer un duo, un one-two punch assez incroyable. Je pense qu'on n'a pas à en parler 1000 ans. Je pense que même ceux qui sont pas du tout fans de Portland comprennent ce que je veux dire. Et je pense effectivement que Wemby à Portland, ça pourrait être exceptionnel pour sa carrière et pour Portland en général, en fait. Enfin bref, là on a parlé des franchises, on va dire, dont j'aimerais bien, mais je pense qu'il y a deux franchises où le projet clique directement. À Portland, à San Antonio, Wizards, etc., il y aura des difficultés à surmonter tout ça. Je pense que ces deux dernières équipes cliquent et font en sorte que ça se passe idéalement pour lui. Et du coup, en top 1, nous avons Indiana et en top 2, Détroit. Voilà, Indiana en premier, mais on va parler de Détroit évidemment avant. Pour moi, cet effectif parmi les équipes qui se reconstruisent est celle qui a le plus de condensé de talent brut. Évidemment, il faut que ça se développe, il faut que ça tourne bien pour chacun d'entre eux, mais à côté de ça, je pense que si cet effectif arrive à cliquer, et je suis persuadé qu'avec des joueurs intelligents comme Jaden Ivey, Cade Cunningham et bien sûr Victor Wembanyama et tous les autres en fait, cet effectif peut travailler correctement. Évidemment, il y aura le choix du coach qui sera indispensable. Je pense qu'il y en a beaucoup. Par exemple, Mike Budenholzer sera un choix très intéressant au vu de ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de Giannis, même si Giannis serait énorme sans lui. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Je pense que il y a beaucoup de choix et de lumière à apporter à cette équipe qui a fait néanmoins le pire bilan de la ligue, mais qui a déjà un leader qui a un potentiel d'All-Star ou peut-être même de superstar en devenir, un deuxième, peut-être un lieutenant, et Victor Wembanyama qui se greffe à tout ça avec un Jalen Duren qui n'a que à peine 19 ans et qui peut-être à 24 ans sera une star lui aussi. Allez, soyons fous, mais on pourrait avoir un effectif bourré de talent dans quelques années à Détroit, et tout cet effectif a effectivement, excusez-moi pour le jeu de mots, le même âge, et franchement ça serait beau. Et puis bon, Détroit avec un joueur défensif comme Wemby, ça peut être très intéressant, même s'il est bien plus flashy que n'importe... Bon, allez, il y a Isaiah Thomas, mais voilà, il n'a pas l'ADN non plus entièrement Détroit, mais je pense qu'il a le caractère et le mindset que cette équipe de Détroit, ou en tout cas cette franchise de Détroit, aborde depuis plus de 30 ans maintenant. Donc oui, bien sûr, deuxième, et je serais très heureux qu'ils finissent là-bas. Et en numéro 1, du coup, une des dernières franchises que j'ai parlé, c'est Indiana, donc... Indiana, effectivement, hein, on parlait de relation 1-5 avec la Melo, je pense qu'elle est décuplée aussi par 1000 avec Indiana. Déjà que Détroit, elle était très intéressante, mais bon, Cade Cunningham, on sait plus très bien, on sait pas bien comment il va revenir, on a beaucoup de doutes encore sur lui, s'il reste sur ses deux jambes, etc. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit un joueur talentueux, j'ai du mal. Mais je pense réellement qu'à Indiana, on a beaucoup plus de certitude. Une âme d'équipe qui est déjà formée, une équipe qui va dominer potentiellement les prochaines années, ou en tout cas aller en play-off sans Wemby. Tu rajoutes Wemby à cet effectif qui a déjà des potentiels All-Star ou des potentiels lieutenants. Voilà, t'as un contenders. T'as un coach, t'as un leader, t'as des options, t'as des assets. Tu t'es pas ruiné, tu travailles bien en fait, tout simplement. Tu restes Indiana, donc voilà, il y a toujours ces limites qui se posent. Mais si tu as un duo Tyrese Haliburton, Victor Wembanyama, tu attires des joueurs néanmoins. Et voilà, je pense tout simplement qu'on peut avoir affaire à la meilleure version des Indiana Pacers, tout simplement depuis leur création.
Je ne connais pas bien la création des Indiana Pacers, mais voilà, je pense qu'on peut avoir une équipe tout simplement phénoménale avec l'ajout d'un joueur s'il se développe bien, et je pense que sous Rick Carlisle c'est bien possible, d'un joueur all-time, tout simplement, et d'un effectif dont on parlera peut-être dans 20 ans en disant « Ah, tu te souviens le début des Indiana Pacers » et tu leur trouves un surnom, et puis voilà. Non, franchement, je pense que ce top 7 est plutôt juste, hein. C'est dommage pour ceux qui sont en dessous. D'ailleurs, on remarque qu'il y a 2 équipes qui sont en dessous qui ont bien plus de chances de l'avoir que la première, notamment. Donc voilà, mes rêves seront sûrement gâchés très très vite, hein. Surtout quand Charlotte aura le premier choix. Je l'espère pas, j'aurais envie de pleurer. Mais voilà, on va dire que le maillot est beau. Du coup, si je l'achète, c'est une petite réparation, une petite consolation. Mais ça ne suffira pas, je pense. Enfin bref. Je pense qu'on a terminé, hein. Très long podcast, je pense, un très long podcast en tout cas. J'ai énormément parlé, j'ai mal à la gorge, voilà, c'est la galère à chaque fois de finir parce que je parle effectivement beaucoup trop par podcast. En tout cas pour mes émissions principales qui sont bien plus longues. J'espère du moins que ça vous a plu. Je crois que c'est la première fois que je parle réellement d'un prospect, même si j'ai parlé beaucoup des équipes en reconstruction et que de ce fait, par extension, on parle aussi de prospects, on parle aussi de futurs. Mais voilà, j'espère que cette vidéo sur Victor Wembanyama et ses potentiels futurs vous a plu, et que si c'est possible, j'en ferai d'autres. Évidemment, je ferai peut-être une mock draft. Je ne les connais pas tous, hein, on va pas se mentir, je ne regarde pas non plus beaucoup la NCAA, etc. Mais je pense avoir assez de connaissances pour parler de quelques joueurs et que ça pourrait être très intéressant pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère encore une fois que ce podcast vous a plu. Et puis à la prochaine pour un nouveau podcast.